Bonjour à tous et bienvenue dans l'affiche de la semaine. Alors l'affiche de la semaine, c'est désormais votre rendez-vous préféré dans lequel nous allons profiter d'un match qui se déroule ce week-end pour mieux nous en servir comme prétexte afin de faire ce qu'on sait faire habituellement, c'est-à-dire du culture foot et donc vous raconter des histoires. Alors après avoir ouvert au Brésil la semaine dernière, je vous propose cette semaine de remonter bien plus au nord et de nous poser tranquillement au Costa Rica. Enfin tranquillement, on va voir, pas tout à fait. Parce que ce dimanche, à 18h, heure française, donc une fois de plus, aucune excuse pour ne pas suivre le match, en tout cas certainement pas l'excuse du décalage horaire, le Deportivo Saprissa et la Liga Deportiva Alajuelense s'affrontent dans ce qui va être le 357e Classico del football costarricense. Oui, le 357e, ça pèse déjà, le 313e en championnat. Alors je vous vois venir, hein. Qu'allons donc nous faire au Costa Rica et surtout en quoi ce match est important. Pour bien le mesurer, on va prendre deux éléments. En 2015, une étude menée par le CID auprès des amateurs de football au pays montre que 3/4 d'entre eux suivent attentivement le championnat national. Et parmi ces suiveurs du championnat national, 85% d'entre eux sont soit supporters d'Alajuelense, soit supporters de Saprissa. Pour être plus précis, 43% suivent le premier, se déclarent supporters du premier, 42% se déclarent supporters de l'autre. Donc déjà au niveau de la popularité au pays, ça vous pose les deux clubs. Maintenant, si on regarde sur le terrain, au niveau du palmarès, c'est pas mal non plus. 33 titres de champion pour Saprissa, record national, 29 pour Alajuelense, deuxième donc de la table historique. Sur le plan continental, Saprissa c'est 3 Conca Champions. Pour vous donner une idée, il n'y a que 3 Mexicains qui ont fait mieux au palmarès. Alajuelense, 2. Donc là, vous l'avez compris, que ce soit en termes de popularité ou en termes de palmarès, tout simplement, on est non seulement face à des géants du football costaricain, mais aussi et surtout face à des géants de la zone Amérique du Nord et centrale, donc concrètement des géants de la CONCACAF. Alors on va en profiter pour faire un petit peu d'histoire pour voir comment ces deux équipes sont devenues des géants de la zone. Le premier à arriver est Alajuelense. Alors le football est introduit au Costa Rica dans le dernier quart du 19e siècle, notamment grâce aux échanges permis par le commerce du café. Alors comme dans bien des pays d'Amérique latine, ce sont les Anglais qui vont introduire le foot sur le sol costaricain. Le premier match aurait eu lieu en 1876 du côté de la Sabana à San José, même si des traces écrites suggèrent qu'il y a un match le premier match serait aux alentours de 1899. Bref, à l'entrée du XXe siècle, on va dire, le football commence à se propager à San José, mais aussi vers Alajuela, Heredia, Cartago et Limón, d'autres villes du pays. Le tout grâce au développement du réseau ferré et donc grâce aux ouvriers des chemins de fer. Oui, si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, c'est à peu près valable dans la plupart des pays d'Amérique latine. Donc les premiers clubs arrivent à partir de 1904, mais ce n'est qu'en 1910 qu'une première équipe est créée à Alajuela et elle se nomme El Electra. D'autres vont apparaître comme Juan Rafael Mora et une autre surtout qui s'appelle Once de Abril, qui va être l'un des véritables ancêtres de la Liga Deportiva Alajuelense qui, elle, est créée le 18 juin 1919. Dans ses rangs, il y aura 7 joueurs du Once de Abril. Alors le nom de Liga, il est simple, il est juste pour montrer la volonté d'unir les forces, concrètement on va dire, au sein de la ville d'Alajuela. Alors le club va être parmi les fondateurs de la Liga nationale des footballs qui voit le jour en 1921 et qui organise donc le premier championnat national. Et depuis la création de ce premier championnat national, Alajuelense n'est jamais descendu de l'élite costaricaine, tout simplement. La première star du club, la première vraie grande star du club, se nomme Alejandro Morera Soto, c'est un attaquant qui va porter le maillot du club à plusieurs reprises, entre 1925 et 1947, il va faire des piges ailleurs, et notamment à Cuba, et en Europe, et notamment au Barça. Alors pour la petite anecdote, il va aussi jouer en France, du côté du Havre, après sa carrière de footballeur, de faire simple, d'abord député, puis gouverneur d'Alajuela, tout simplement, en toute modestie. Alors cet homme-là va laisser son nom au stade dans lequel il évolue, parce qu'il a été l'un des grands, on va le voir, l'un des grands joueurs, mais aussi l'un des grands dirigeants du club. Alors avec lui, la LDA va s'imposer immédiatement comme un grand du paysage local. Elle devient le premier club tico à s'imposer à l'étranger, au Mexique.
En 1941, elle devient le premier champion invaincu qui remporte tous ses matchs de championnat. Alors le club va gagner plusieurs titres au cours des décennies suivantes, va se payer le luxe de jouer face à des clubs brésiliens comme le Grêmio ou encore le Botafogo de Garrincha dont on parlait la semaine dernière. Alajuelense remporte le Campeonato Centroamericano de 1961, qui est une sorte d'ancêtre de la Conca Champions, qui va, elle, naître en 1962. Et il va être tout simplement, la LDA va être tout simplement le premier club costaricain à remporter cette épreuve en 1986. Donc vous imaginez bien qu'un tel géant n'a cessé de faire tomber ou d'engranger des records sur le plan national. Alors pour en donner quelques-uns, comme je l'ai déjà dit, le club n'a jamais quitté la Primera Division du pays, quel que fût le nom ou la forme de cette Primera Division. Il est celui qui détient le record d'invincibilité, la plus grande série d'invincibilité à domicile, 48 matchs entre 1980 et 1982. Il est celui qui a la plus longue invincibilité en championnat, 33 en 1992. La plus longue série de victoires consécutives, 13 en 1997-98, etc., etc., etc. On pourrait y passer des heures, vous l'avez compris. Alajuelense, c'est un géant, donc forcément, il y a des records de partout. Mais bon, n'allez pas croire donc qu'il est seul, tranquille, à trôner sur son statut de géant. Parce que du côté de Saprissa, vous allez voir, on a du répondant. Le Deportivo Saprissa, lui, arrive bien plus tard, le 16 juillet 1935, et il voit le jour du côté de San José, en prenant le nom de Ricardo Saprissa, un footballeur qui est passé notamment par l'Espagne et qui va jouer notamment à l'Espagnol avec un certain Ricardo Zamora, le légendaire gardien espagnol. Et pourquoi il prend ce nom? Parce que les jeunes qui créent ce club-là vont demander à cet homme, Ricardo Saprissa, de les soutenir et donc vont lui donner ce nom. Le joueur va être d'accord, car il faut savoir qu'à la base, le club c'est une sorte d'école de football qui est là juste pour former les jeunes joueurs locaux, pour leur apprendre le football, et on va dire que c'était une sorte de centre de formation, même si le terme est impropre en l'occurrence, pour alimenter ensuite d'autres clubs, et en particulier un club qui s'appelle Orion FC. Le souci, entre guillemets, c'est que ces jeunes vont rapidement carburer, au point d'écraser toutes les compétitions de leur âge dans les années 30. Pour vous donner une idée, entre 1935 et 1947, les équipes de jeunes du club décrochent 11 titres nationaux. Et donc, il va y avoir un autre souci, c'est que à force d'attirer les jeunes locaux, on va avoir beaucoup de joueurs bien formés et de talent, et on va pas pouvoir tous les envoyer vers d'autres équipes du championnat local. Le club va donc créer une équipe première, une équipe senior, qui est formée par ces joueurs qui ne trouvent pas de place dans d'autres équipes, et cette équipe va finir par accéder à la 3e division. Et là, ça va commencer à être méchant. En 1947, Saprissa survole la 3e division, je vais vous donner juste un chiffre, 22 matchs, 22 victoires. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, 116 buts inscrits, 13 seulement encaissés. Je pense qu'on appelle ça écraser un championnat. Et donc, il faut vraiment, cette fois-ci, on va dire c'en est trop, il faut vraiment que le club devienne une véritable organisation, devienne concrètement un véritable club de foot plus qu'une école de football. C'est ainsi que le Deportivo Saprissa est créé en 1948. Donc il va jouer en 2e division, il va totalement l'écraser, champion invaincu, 8 victoires en 8 matchs, et il arrive en 1re division en 1949 avec dans ses rangs un joueur nommé Guillermo Villegas León Quiros, qui lui a des statistiques juste affolantes. Je vous les donne parce que c'est juste c'est incomparable. 47 buts en 22 matchs de 3e division, donc en 47, et 33 buts tout simplement en 8 matchs de D2. Faites la moyenne et vous allez voir ce que ça donne. Donc le club est en 1re division en 49, il ne met que 3 ans à décrocher son premier titre national, et devinez quoi, en étant bien évidemment invaincu, la machine, elle est définitivement lancée. 3 titres dans les années 50, des années 60 et 70 totalement écrasés avec 6 titres dans chaque décennie, dont 6 consécutifs dans les années 70. Ricardo Saprissa, lui, va quitter la présidence du club, je vous avais dit qu'il allait compter, quitte la présidence du club dans les années 80 après 32 ans passés à la tête du club. Et bizarrement, à ce moment-là, les succès se réduisent un petit peu avant une fin de 20e siècle, début de 21e, qui va définitivement tourner au duel avec Alajuelense. Pour vous donner une idée, à cette époque-là, les 13 derniers titres décernés sur les longs championnats, donc avant que le championnat costaricain passe avec une formule de tournoi court, vont se jouer entre Saprissa et Alajuelense.
Le tout malgré une crise au début des années 2000, dont le club va se sortir grâce à l'arrivée d'un homme, Jorge Vergara. Oui, ça doit vous parler. Le célèbre entrepreneur mexicain, patron des Chivas. Alors si pour le coup, lui, il a fait n'importe quoi aux États-Unis avec Chivas USA, son apport à Saprissa est immense parce que sur ces 8 années de gestion, entre 2003 et 2011, le club décroche 7 titres de champion, une Conca Champions, on va y revenir, et une 3e place à la Coupe du Monde des clubs en 2005, première édition de l'épreuve en tant qu'héritière de la Coupe intercontinentale. Alors forcément, depuis l'instauration des tournois courts, Saprissa continue d'inscrire régulièrement son nom au palmarès, et donc c'est définitivement assis comme étant le géant, l'autre géant. Alors là, ça va dépendre en fonction de quelle équipe vous allez prendre parti, l'autre géant du football costaricain. Une petite anecdote, les couleurs du club, le choix des couleurs est amusant. À ses débuts, sachez que le club joue en rouge, avec un short blanc. Et ça ne va pas durer. La faute à la fabrique des maillots, qui est bizarre accessoirement tenu par le frère de Ricardo Saprissa, qui va faire une boulette en mélangeant les couleurs du club de Saprissa avec celles du club d'Orion. Saprissa joue en rouge, Orion joue en bleu, rouge plus bleu, violet. Voilà comment Saprissa devient en 1937 les Morados, le club violet avec son maillot violet et son grand S blanc. Alors bon, revenons maintenant à notre classico national. Alors sachez qu'au départ, en gros, on va dire jusqu'en 1949, l'appellation était réservée à un autre duel au pays, celui qui opposait Libertad à Herediano. C'est donc à partir de la fin des années 40, en gros concrètement de la arrivée de Saprissa, qui devient très très vite un club qui compte, que cela va glisser. Alors le premier classico entre Saprissa et Alajuelense est totalement dingue. Il se termine par une victoire 6-5 d'Alajuelense, et c'est encore à ce jour le classico qui a connu le record du nombre de buts inscrits. La rivalité entre les deux est purement sportive. Elle va évidemment croître au fil des décennies avec les duels pour les titres et notamment lors de 2 finales qui vraiment marquent la naissance de cette vraie rivalité. La finale de 1966 qui est organisée pour départager les deux équipes parce qu'elles avaient terminé le championnat, tenez-vous bien, après 36 journées. Elles avaient terminé le championnat ex aequo, même nombre de points, même nombre de buts inscrits, même nombre de buts encaissés. Voilà, 36 journées, essayez de le faire, c'est costaud. Donc cette finale, elle sera remportée par la LDA, qui arrache le match nul 1-1 au match retour à la 90e minute. Alors vous imaginez que ça marque et que c'est pour cela que ça pose les jalons d'une vraie rivalité. La deuxième, c'est celle de 1971. Le championnat se joue en 2 tours, Saprissa gagne le premier, Alajuelense gagne le second, forcément. Hop, on joue une finale, 2-1 à l'aller pour la LDA, 4-2 au retour, on se fiche totalement de la règle de l'écart des buts, on joue une prolongation, match nul à l'issue de cette prolongation 1-1, ça fait donc 5-3 au final, et on va donc au tir au but. Et la LDA s'impose à nouveau. Alors ce classico reste dans l'histoire, celui de 71, il s'appelle tout simplement le Classico de los Penales. Voilà, vous avez deviné pourquoi. Alors finalement, les deux vont mettre quand même du temps à se retrouver en finale, parce que si la rivalité croît au fil des années avec les titres des uns et des autres, ils ne vont se croiser à nouveau qu'en 1991 pour jouer un titre, et devinez quoi, c'est encore Alajuelense qui s'impose à l'époque. Il y aura ensuite 5 autres finales dans les années 90 qui opposent les deux clubs, donc vous voyez, la rivalité ne cesse de croître, et avec l'arrivée des tournois courts, on aura 4 finales seulement entre les deux géants, qui pour le coup seront toutes gagnées par Saprissa. Mais si vous avez deviné, si vous êtes des connaisseurs du football costaricain, vous avez déjà deviné qu'il manque une finale importante, un match important dans cette petite historique des classicos que je viens de faire. C'est celle qui compte pour la finale de la CONCACAF Champions Cup de 2004, et ça va être donc l'objet de notre petit focus, de notre petite rétro. Donc en bon suiveur de lucarne opposée, vous savez que la Conca Champions, c'est l'équivalent nord-américain, enfin nord- et centro-américain et des Caraïbes, de la Ligue des champions européenne. En 2004, elle ne s'appelle pas encore CONCACAF Champions League et donc amicalement Conca Champions, mais elle s'appelle donc CONCACAF Champions Cup. Sur le terrain et dans les faits, ça ne change pas grand-chose,
parce que depuis les années 90, les Mexicains écrasent totalement la compétition. Pour vous donner une idée, sur les 14 dernières éditions avant 2004, 9 titres et 3 finales perdues, seulement 2 ne comptaient aucun Mexicain, tout simplement. Donc voilà, on écrase totalement, le Mexique écrase toujours. Et pour vous donner une autre idée, à l'aube de la saison 2004, on reste sur 2 finales de CONCACAF Champions Cup 100% mexicaines. Et pourtant, en 2004, eh ben ça change, tout change, la faute aux Ticos. 8 équipes prennent part à l'épreuve, qui débute donc directement en quart de finale. Et forcément, si vous avez que 8 équipes, si vous avez 2 Mexicains qui sont engagés, à un moment ou à un autre, il va falloir les croiser. Pour Saprissa, c'est d'entrée. D'entrée, le Deportivo Saprissa doit se payer Pachuca. Pachuca qui est un énorme morceau, forcément, parce qu'en plus d'être mexicain, il est en plein dans sa période dorée. Le club n'avait qu'un seul titre de champion jusqu'ici. Au début du 21e siècle, il en a 2, et il a remporté la CONCACAF Champions Cup 2 ans plus tôt. La CONCACAF Champions Cup 2 ans plus tôt. Et il s'apprête 2 ans plus tard à remporter la Sudamericana. Il va être le seul club mexicain à remporter un titre en Amérique du Sud. Donc pour vous donner, c'est un club qui pèse à ce moment-là. C'est un monstre. Et pourtant, Saprissa s'impose 2-0 chez lui, avec notamment une mine de Muñoz et un but d'une future légende costaricaine, Alvaro Saborio, que vous connaissez probablement tous. Et le Saprissa, le Deportivo Saprissa, va donc éliminer Pachuca en résistant plus ou moins au retour. Ils perdent 2-0, mais ils s'imposent au tir au but, et donc se retrouvent en demi-finale. En demi-finale, les Morados affrontent le Chicago Fire, qu'ils arrivent à sortir avec beaucoup moins de soucis, avec notamment des buts signés d'un homme que tous les amateurs de Championship Manager connaissent, un certain Alonso Solis. De son côté, Alajuelense l'a fait dans l'autre sens. Le champion MLS est balayé en quart de finale, et un géant mexicain, les Rayados, lui, est écarté en demi au terme d'une prolongation disputée au Tecnológico. Oui, c'était pas encore le géant d'acier avec sa fameuse photo au pied de la montagne. Bref. Monterrey avait égalisé, notamment sur la série à la 89e minute, sur un but totalement polémique. Mais bon, la Liga avait remporté le match aller 1-0 sur un but nettement moins polémique et une belle boulette défensive, mais un but marqué par un homme que vous connaissez probablement, un gamin à l'époque, nommé Brian Ruiz. Donc concrètement, Alajuelense élimine Monterrey en demi-finale, et vous l'aurez compris, la finale de 2004 est exceptionnelle à plus d'un titre, il n'y a pas de Mexicains, et surtout, pour la première fois de l'histoire, 2 clubs costaricains se retrouvent en finale de la compétition continentale, cerise sur le gâteau, pour nous offrir 2 classicos. La première manche a lieu à Heredia, et la LDA s'en sort avec un bon match nul, 1-1, qui va lui permettre d'envisager sereinement le retour. Et sereinement, c'est le mot en fait, parce que au retour, chez elle, elle plie l'affaire dès la première mi-temps. Tout simplement, il y a 3-0 à la pause. Le score final sera de 4-0. Alajuelense décroche alors son 2e titre et actuel dernier titre dans cette compétition. Et rejoint à l'époque son meilleur ennemi au palmarès des clubs costaricains en CONCACAF Champions. Alors Saprissa va prendre sa revanche, va prendre doublement sa revanche. D'abord en championnat, parce que quelques jours plus tard, les Morados vont décrocher un titre de champion, et surtout, l'année d'après, lors de la CONCACAF Champions Cup de 2005, ils vont s'imposer en finale face à un autre club mexicain, les Pumas. Et pour vous donner une idée, depuis cette victoire de Saprissa en 2005, qui lui permet d'être le club costaricain le plus titré dans cette épreuve, plus aucune victoire n'a échappé aux Mexicains. Pire, seules 3 équipes, dont Saprissa en 2008 d'ailleurs, ont réussi à nous éviter une finale 100% mexicaine. Allez, avant de vous laisser, je vais vous laisser donc avec le traditionnel bilan des classicos. En 356 éditions, toutes compétitions confondues, en comptant même les matchs amicaux, en comptant même les tournois de quartier, je sais pas, les fêtes locales, j'en sais rien, tous les matchs, tous les Alajuelense et Saprissa. C'est Saprissa qui mène 141 victoires à 112. Et si on se concentre uniquement sur le championnat, parce qu'il sera question que de championnat ce week-end, on a eu 312 classicos et il y a 122 à 97 pour Saprissa qui mène donc assez largement ce duel. Comme d'habitude, je vais vous laisser donc avec les buts en VO, ceux du dernier classico Saprissa Alajuelense, c'était en octobre dernier. Il a été remporté 2-0
par les Morados. Et je vous rappelle donc de ne pas oublier de prendre rendez-vous dimanche 18h, classico costaricain à ne pas rater. Et donc, aucune excuse. Allez, je vous laisse. Abrazo a todos et à la semaine prochaine. David entrega para Colindres. A marca de Salvatierra. Gira el capitán. Enfrenta a Salvatierra. Busca línea final. El centro. Frederic Autón. La acción de Colindres, llegó el caribeño, la pega hacia su propio arco, cayó el primer gol en el clásico. Saprissa 1, la Liga 0, Gerardo. Mientras observamos la repetición, la jugada de Colindres entrando por afuera, un Colindres, no hay que decir nada nuevo, cuesta marcarlo, tiene salida por los dos perfiles, mete esa pelota y Kure Frederic, muy desconcentrado, llega y mal perfilado, incluso con el borde externo termina pegando esa pelota. Levanta el esférico para Salvatierra. Anticipa Mariano Torres. Quita y la deja en Colindres. De nuevo Mariano. Viene Torres. El centro. En 44 minutos llegó el segundo del clásico. Deportivo Saprissa 2, Liga Deportiva Alajuelense 0, Gerardo. La recupera Cristian y después Colindres con Mariano Torres. Aquí lo estamos observando, el remate de zurda, el guardameta que no puede reaccionar. El primer